Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. On en vit tous, mais ils ne nous font pas toujours les mêmes effets, les échecs. Depuis l'enfance, il faut apprendre à vivre avec et ils peuvent toucher plusieurs aspects de notre vie. Émotions, apprentissage, objectifs et j'en passe. Finalement, l'échec, c'est universel, mais chacun va le vivre à sa façon. C'est pour ça que j'ai voulu en discuter avec Flo. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis très contente d'aborder le sujet de l'échec, parce que je pense que c'est vraiment un sujet universel. On a tous vécu des échecs dans notre vie, on les a tous plus ou moins bien vécus. Et j'avais lancé du coup une petite story sur Instagram en disant que je recherchais un ou une invitée pour parler de ça. Et j'ai Flo, alias Idée Lunaire sur Instagram, qui a levé la main et qui m'a dit que ça pouvait l'intéresser de parler de ce sujet avec nous aujourd'hui. Donc merci beaucoup Flo d'être là. Bah de rien. Je vais directement te poser la première question. Aucune surprise parce que tu la connais, mais ça te fait penser à quoi quand je dis le mot échec ? Ouais, c'est pas facile. Non, du tout. La première question, c'est vraiment la plus compliquée. Après, ça coulera de source. Mais et tu sais, quand tu m'as envoyé le doc, je me disais, bon, vas-y, je dirais ça et tout. Et maintenant qu'il y a le micro, c'est ça. J'ai zappé ma réponse fort. De base, quand je me posais cette question, tu vois, quand tu m'as envoyé le doc, j'étais plus sur... Ça me fait penser à la mesure. Ok. Ouais, ça m'a fait penser à la mesure dans le sens où tu as différentes réussites et différents échecs. Tout est une question de mesure, en fait. Voilà. La graduation de comment est-ce que tu vas te l'approprier ou le vivre, etc. Exactement. Ouais. Ok, je vois. Tu vois, de minimiser ou de normaliser certaines choses et de vraiment mettre de l'importance sur des choses que tu peux vivre en échec ou en réussite, encore une fois. Ouais, mais je trouve ça important, tu vois, que tu dises le mot mettre de l'importance sur, parce que moi, tu vois, j'y avais pas pensé. Ok. Mais c'est vrai que, maintenant que tu le dis, ça coule de source. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on met de l'importance dans la vie et d'autres pas du tout. Et je comprends mieux ton idée de mesurer quand on parle d'échec. C'est une valeur qui est assez importante à mes yeux depuis quelques temps. Justement, le fait d'être passé par peut-être plusieurs échecs ou plusieurs réussites, donner de la mesure dans ce que tu vis, ça permet de donner de l'importance du coup à ce que tu vis. Tu vois ce que je veux dire ? Et est-ce que tu penses que ton rapport à l'échec a évolué ou est-ce qu'il a toujours été le même ? J'imagine que non, parce qu'en grandissant, on prend les choses différemment, mais... Ouais, c'est assez marrant parce que au plus j'avance dans le temps, tu vois, et au plus je me dis que finalement j'étais beaucoup dans la colère en fait quand j'étais plus jeune et pendant très longtemps. Je pouvais vivre beaucoup de choses à travers ce sentiment-là, tu vois. Et donc, quand j'étais mis en échec, je ressentais beaucoup de colère. Et finalement, le fait d'avoir travaillé sur moi, sur tous ces aspects-là, fait que maintenant, je suis plus mesuré, encore une fois. Et donc, j'arrive mieux à gérer mon sentiment dans l'échec, tu vois. Est-ce que c'est réellement un échec ? Est-ce que ça l'est pas ? À quel niveau ? Est-ce que je dois me mettre en colère ? Est-ce que je dois être triste ? Est-ce que je dois rester joyeux, par exemple ? Ouais. Je sais pas si toi, justement, à l'inverse, ton rapport là-dessus a plutôt évolué. Ouais, forcément. Je pense que quand t'es petit et que tu vis un échec, à la valeur de quand on est petit, bien sûr, ouais. Moi, je sais que c'est la frustration. Ouais, beaucoup. Mais bon, encore adulte, je travaille encore dessus, régulièrement. Ouais, c'est clair. La frustration, c'est très dur à maîtriser. Donc ouais, moi, j'ai un souvenir de... Petite, échec égale frustration. Ouais, et ça pouvait être un échec de j'ai pas réussi à faire cet exercice de maths. Spoiler, j'ai jamais réussi. J'ai pas réussi à apprendre à faire du vélo aussi vite que mon voisin, ma voisine, etc. Enfin, tu vois, des trucs d'enfant, quoi. Mais vachement cette frustration qui, du coup, peut aussi amener à de la colère ou à de la tristesse parce que, tu pleures parce que t'y arrives pas et t'es triste de pas avoir les moyens ou la force, l'énergie, je sais pas quoi, tu vois, mais de pas y arriver, quoi. Et après, à l'adolescence, l'échec, je le vivrais... c'était vraiment quelque chose que je vivais mal. Ok. En mode, purée, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Très important, cette phrase, j'y arriverai jamais. Beaucoup de mauvaise introspection. Ok. Tu vois, pas du tout positif, quoi. Vraiment, pour moi, un échec, c'était la merde, en fait. L'échec, c'était nul. Il fallait absolument l'éviter. Et puis, en grandissant, tu te rends compte que, comme tu dis, il faut mettre un petit peu plus de variation, plus de mesure là-dedans,
qu'un échec, oui, sur le moment, c'est toujours négatif, mais ça peut l'être plus ou moins, et avec le temps, ça peut devenir un truc de positif, finalement, carrément. qui peut bien évoluer. Donc, ouais, moi, ça a plus été comme ça, tu vois, Ok. ma façon d'évoluer avec l'échec. Mhm. Et je pense que ça va encore évoluer. Là, aujourd'hui, je te dis ça, je vais avoir 35 Oui, ans. ouais, carrément. Dans 10 ans, peut-être que je répondrai autrement à cette question, et dans 40 ans, encore autrement, tu vois. Bah, c'est clair. Parce que la vie, mais... Dans 40 ans, on se dira quoi, mais rien à Qu'est-ce foutre. Que j'ai échec réussite, rien à foutre. Moi, j'ai pas d'échec dans la vie. Grave. J'espère que je me dirai ça. Avoir une confiance plus, tu sais. Toi, tu pourrais nous partager un petit échec et un plus gros pour voir qu'est-ce que tu considères comme un petit échec et un plus gros échec, sans forcément rentrer dans les détails. Tu choisis Ouais, ce que bien tu sûr, veux. bien sûr. Ben, il y en a un qui m'a marqué. On va savoir si j'ai fait la paix avec ça ou pas, tu vois. Mais en gros, c'était un gala de danse. Je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais fait de la merde. J'étais avec ma grand-mère. Je m'étais énervé contre elle. J'étais parti du gala, tu vois. C'était pas à propos de... J'avais pas merdé genre une choré ou quoi que ce soit, tu vois. C'était vraiment le moment Ok. que j'avais merdé, tu vois. Je sais plus à propos de quoi c'était, Mhm. mais... Et donc le fait de m'être mis en colère, m'être vénère un peu contre ma grand-mère, etc., d'être parti, finalement, tu vois, longtemps après, parce que je te parle de ça, c'était il y a 12-15 ans, un truc comme ça. Ok. C'est un truc que je vis ou que j'ai vécu, je sais pas, comme un échec. Mais c'est un petit échec parce que c'était à propos d'une histoire à la con, tu vois, vraiment de rien du tout. Donc ça, c'est un petit échec pour moi, le fait de pas avoir réussi à me canaliser et ou être revenu, tu vois, sur ce qui s'était passé avec ma grand-mère pour... En reparler. ouais, T'excuser. soit détraumatiser, soit, Ouais. tu vois, ne serait-ce que, ouais, en rediscuter en tout cas avec elle. Donc voilà. Donc si je synthétise, une embrouille avec ma grand-mère pendant un gala de danse, petite embrouille, petit échec de ne pas en avoir rediscuté après, et un gros échec, ou du moins quelque chose que j'ai pu vivre comme un échec beaucoup plus important, j'avais monté un premier business en fait avec mon ref. On était parti sur Nice pour ouvrir un studio en fait de coaching en forme et bien-être, et on se pensait immortel, roi du pétrole, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc on débarque à Nice, etc. On a réussi à rester 1 an, mais grosse claque de réalité, tu vois. La vie elle m'a rattrapé en mode mes frères, c'est pas ça la vie, quoi. Genre gagne de l'argent, paye ton loyer. Enfin voilà, je me suis retrouvé endetté, tu vois. C'est genre là c'était vraiment grosse bêtise, quoi. Bah ça m'a grosse claque de réalité, tu vois. Je suis revenu à Grenoble la queue entre les jambes et tu vois. Bon, bah, en fait... Bah c'est ça, tu vois. Bah, je vais redormir chez papa maman quelques temps. Mais voilà, tu vois, dans l'idée, premier gros échec de ma vie sur le fait de vouloir entreprendre, mais pas avec les bons moyens, de vouloir être mon propre patron, mais ça veut pas dire que t'as juste personne qui te gueule dessus, tu vois. Ou pas d'ailleurs, c'est pas vraiment ça le patronat salariat, mais tu vois l'idée, quoi. Oui. Moi, je pensais juste que j'avais du temps pour moi et que... Et que t'allais faire comme t'avais envie. Tout le voilà, temps, quoi. sauf qu'à la fin du mois, fallait manger et payer des factures. Et donc voilà, ça pour moi c'est le plus gros échec avec lequel j'ai fait la paix depuis. Je sais pas si on en parlera après, mais tu sais, avec le tatou, le studio, etc., et puis d'autres choses qui se sont passées dans ma vie. Ouais, j'aurais dit ça du coup, le premier avec ma grand-mère, et le deuxième, cette volonté d'entreprendre, pas avec les bons moyens. C'est marrant parce que t'as donné 2 exemples où il y en a un avec ta grand-mère où c'est plus le fond qui allait pas, et le deuxième exemple est plus sur la forme d'une action que t'as fait et que t'as voulu mener et qui du coup a pas fonctionné. Mais c'est avec ta grand-mère, t'as dit que c'était à peu près il y a 15 ans. C'est ça. Et par rapport à la deuxième anecdote. La deuxième, c'était en 2017-2018. Ok. Donc c'était Donc il y a 7 ans. Ok. J'avais donc 22-23 ans. Donc je sais pas si c'est lié à l'âge ou pas. En tout cas, moi, dans ma composition et dans l'être que je suis, 22 ans, j'étais pas encore prêt à être mon propre boss, tu vois. Bah c'est encore jeune. Enfin, c'est pas du tout réducteur de dire ça. Après, puis ça dépend des personnes. Mais oui, je pense qu'à 52 ans, on n'a pas encore vécu non plus énormément de choses de la vie, même si chacun ses expériences, quoi. Mais en tout cas, on va pas les prendre de la même manière que quand on est plus âgé. On dirait que je suis une grande sage à dire ça avec des 56 ans, tu vois, pas du tout. Mais effectivement, plus on vieillit et plus on a de l'expérience et la manière de réceptionner aussi les trucs de la vie, qui soient positifs ou négatifs. C'est clair.
Mais force à tous ceux qui y arrivent, hein, en disant être son propre boss, et en tout cas si c'est une volonté, tu vois, mais ceux pour qui ça fonctionne au plus tôt, bah, trop bien pour eux. On est bien d'accord. Hein. Exactement. Est-ce que pour toi, l'échec va aller avec regret? Ou pas forcément? Pas forcément, parce que finalement, dans les 2 exemples que j'ai pu te donner avant, tu vois, il y en a un où pourrait y avoir des regrets, parce que ma grand-mère est décédée il y a quelques années de ça maintenant, tu vois, mais le fait de jamais avoir pu en parler avec elle, tu vois, de ce truc-là, bah, du coup, je pense que ça restera un petit regret qui m'empêche pas de dormir. Mais ouais, je pense qu'on peut parler de ça. Alors que dans le deuxième cas, bah là, finalement, il y en a pas du tout, parce que ça m'a permis d'évoluer, de mieux me comprendre, de savoir un peu plus ce que je voulais aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, au contraire, je pense que j'avais besoin de ça. Donc, pas de regret là-dedans. Donc, je pense que, encore une fois, la réponse, c'est oui et non. Hein. Il peut y avoir des regrets dans certains et d'autres non. Ouais, ça dépend de la situation. Je te pose la question parce que quand tu as parlé d'histoire avec ta grand-mère, je me suis un peu retrouvée parce que tu vois... Ok. Bon, attention, ça va pas être drôle. Mais en fait, la veille du décès de mon père, on s'est embrouillé pour une histoire de muscade dans la purée. Ok. Tu vois? Donc, l'embrouille de merde. Et bon, évidemment, on n'en a jamais reparlé derrière. Hein. Et bon, je le vis pas comme un échec. Enfin, si, un petit peu, tu vois, parce que forcément, il décède et tu dis, putain, la dernière discussion qu'on a eue, c'était une embrouille pour de la muscade, quoi, tu vois. Ouais. Bon, ça fait 10 ans, donc ça va, j'ai dédramatisé l'histoire, tu vois. Mais effectivement, c'était un petit échec en disant, purée, tu sais, ça te remet aussi en place en te disant, enfin, avec les gens que t'aimes profondément, reste pas sur une connerie, tu vois. Ça, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais ça m'a fait vachement penser à ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question du regret, parce que moi, je pense que j'aurais ce regret un peu toute ma vie, tu vois. Ouais. D'être partie là-dessus, même si je ne pouvais pas savoir, bien sûr. Bah ouais, carrément. Et comme tu le disais, ça entache pas tout le reste, quoi. Non. Puis bon, c'était très à l'image de notre relation, de s'embrouiller pour la muscade. Et du coup, ça me fait penser, vu qu'on parle de... Enfin, je parlais un peu d'auto-entrepreneur. D'auto-entrepreneuriat. Ouais. Ouais, mais il n'est pas facile à dire. Hein. Ouais. D'entreprendre. De façon, tant que boss, ouais. Toi, au niveau du podcast, du coup, c'est la première chose que tu as fait ou faite? À moi? Ouais. Dans l'idée? Ok. Trop cool. Carrément. Cool. C'est mon premier bébé à moi. Trop bien. Et je regrette pas. Tu m'étonnes. Non, je regrette pas. Il y a aussi des échecs, hein, forcément, avec, parce qu'à la toute base du podcast, on était 2. On est 2 à l'avoir créé au départ, le podcast. C'est ça, le à nous 2? Tout à fait. Podcast. Ouais, okay. Exactement. À la base, on était toutes les 2 et on était censés faire un épisode de sujets comme je le fais aujourd'hui avec des invités, mais on était censés être tout le temps que toutes les 2. D'accord. Et ça a été un petit échec parce que ça l'a pas fait. Enfin, au niveau relationnel, finalement, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur l'organisation. Ça a été beaucoup de boulot et l'amie avec qui je le faisais n'était pas prête pour ça, finalement, alors que moi, j'étais à fond. Donc, en fait, je pense qu'on n'était juste pas sur la même graduation de l'histoire. Et ça s'est bien terminé dans le sens où elle m'a dit continue, tu vois, si t'as envie, je vois bien que ça te plaît, vas-y, quoi, tu vois. Donc, merci à elle. Mais ça a été quand même un échec parce que ça s'est arrêté très, très vite avec elle. D'accord. Genre, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, c'était déjà fini. Et moi, je voulais surtout pas que le podcast s'arrête parce que j'ai trop aimé, tu vois. Donc, j'ai tout fait pour que ça continue et j'ai commencé à faire des épisodes avec mes amis. Et puis après, j'ai commencé à ouvrir les portes à plein de gens différents. Et ouais, bon, du coup, ça se passe bien, mais oui, il y a quand même des échecs. Là, on entame la saison 3. Je suis pas aux objectifs psychologiques, tu vois, que je m'étais mis, mais en même temps, je prends grave du plaisir à le faire. Ouais. J'adore, tu vois, le moment qu'on est en train de passer à enregistrer, c'est des moments que j'adore, que ça soit en physique ou en distanciel avec tous mes invités, préparer les épisodes, créer du contenu sur Insta et tout. Enfin, il y a tout ce que j'aime, tu vois. Trop cool. Il y a un mélange de créativité, de réflexion, de social dans le sens où je discute avec des gens, tu vois, de rapport humain, de réfléchir à des sujets, tu vois, et de te dire de quoi j'ai envie de parler. Vas-y, viens, on parle de ça et on approfondit un truc. Enfin, c'est trop bien, c'est un espace d'expression que j'adore. Ouais. Donc, voilà. Bon, je sais plus quelle était la question, mais oui, le podcast est mon premier bébé. Ouais. Ok. Trop bien. Mais parce que aussi, tu vois, et ça, c'est un truc qui va avec l'échec, c'est que avant ça, j'ai toujours eu peur d'engager quelque chose. Ok. J'avais la peur de l'échec. D'accord.
finalement, ok. tu vois. Ouais. La peur de me dire, bah non, mais je vais pas y arriver, c'est pas assez bien, je sais pas comment faire. Plein de barrières psychologiques, physiques et autres sur plein de trucs, tu vois. Parce que peur de l'échec. Je trouve aussi que c'est bien d'en parler parce que parfois on a peur de quelque chose qui n'existe pas encore Ouais, carrément, de ouf. et on se dit juste, je vais pas y arriver. Et j'ai peur de ne pas y arriver. Sauf que t'as même pas essayé. Et ça, c'est dommage. Bah, de ouf. Enfin, maintenant, j'arrive à me le dire. Bah, après, c'est toujours ça, en fait. Après, avec le temps, forcément, t'as le temps de travailler sur toi ou autre, et du coup, il y a certaines choses qui sont plus simples. Mais ouais, la peur de l'échec, j'aurais un peu de mal à en parler dans le sens où j'ai pas envie de dire que j'ai jamais ressenti ça, c'est complètement faux, hein. Mais très tôt, en fait, j'ai essayé de le faire taire au maximum. Justement, à la suite de mon premier échec là, dans mon histoire de coaching, je visualisais beaucoup, tu vois, ces barrières là qu'on peut se mettre en essayant de les briser le plus rapidement possible. Donc finalement, j'ai transposé le problème, parce que mon problème, il n'était pas dans avoir peur de ne pas réussir, il était dans il faut que je réussisse à tout prix. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est d'autres problèmes que T'es allé dans l'inverse. Ouais. Ok. C'est pas forcément plus sain, mais bon. J'ai préféré ce combat-là, si tu veux. Ouais, je vois carrément. Tu parlais de positivité tout à l'heure. Je trouvais ça plus positif dans l'idée que l'inverse. En fait, chercher à gagner et pas chercher à ne pas perdre. Tu vois? C'est trop intéressant ce que tu dis. Bah, merci. Ouais, non, mais si, c'est hyper intéressant. Moi, mon père, tu vois, m'a élevé toute ma vie avec lui. Ouais. Il m'a toujours dit, la peur n'évite pas le danger. Ok. Ouais. C'est pas parce que t'as peur que le danger sera pas là. Enfin, donc vas-y, parce que finalement, peut-être qu'il y aura pas de danger, en fait. Ouais, c'est clair. Ça veut rien dire. Vas-y. Bon, spoiler, ça a marché, mais plus tard, tu vois. Même si encore aujourd'hui, j'ai peur. Mais tu vois, je reprends le sujet du podcast, où j'avais peur, mais en même temps, je me suis dit, bah fais. Parce qu'en fait, c'est en faisant que tu vas apprendre et que tu vas t'enlever ces peurs aussi psychologiques que tu peux avoir de ne pas y arriver, de pas faire ci, de pas faire ça. Et bon, après, là, je prends l'exemple du podcast, mais je pense qu'aussi dans d'autres sujets, je vais pas être aussi à l'aise et j'aurai toujours peur carrément perdre, de l'inconnu, ouais. finalement. Ouais. C'est ça. Il y a plein de trucs, tu vois, que j'aimerais faire dans la vie et que je fais pas parce que j'ai peur. Genre, faire un gros voyage et traverser un océan. Non. Oui, j'ai très envie d'aller en Islande, mais bon... On peut pas faire un tunnel, tu vois. Je sais pas, un truc Tu déconnectes le cerveau, Voilà. C'est clair. Un truc comme ça. Mais voilà, il y a des trucs où c'est encore la peur et la peur de pas y arriver aussi. Mais par contre, je trouve que c'est très intéressant, tu vois, que tu te dises que t'as préféré que une potentielle peur soit un moteur pour te dire non, mais vas-y, en fait, parce que potentiellement, ça va t'apporter tellement de positif que ça vaudra le coup. Tu vois, si je prends l'exemple de mon métier actuel, donc en tant que tatoueur, il suffit qu'une personne rentre dans la boutique et me donne un projet que j'ai très envie de faire, mais où je sens que j'ai moins les capacités, plutôt que de me dire je vais pas y arriver. Si tu veux, la sonnette d'alarme dit tu ne vas pas y arriver maintenant, donc travaille-le en amont. Tu vois, en fait, ce rapport-là de peur de l'échec, il me permet de tirer des sonnettes d'alarme de c'est quoi les conditions pour réussir du coup. Oui, peut-être que tu peux faire autrement et du coup y arriver. C'est ça. En tous les cas, pas tester directement sur le client ou la cliente. Avant, c'est indélébile. Mais voilà, il y a juste je le teste avant ou je le fais une fois avant sur peau synthétique ou quoi. Et puis si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, je recommence jusqu'à ce que ça passe et jusqu'à ce que je me dise ok, là je suis prêt pour le client ou la cliente et let's go quoi. Tu vois? Donc encore une fois, transposer ça en réussite et pas avoir peur de perdre ou avoir peur de ne pas réussir ou avoir peur de l'échec finalement quoi. J'en reviens donc à ton expérience de studio de coaching à Nice. Aujourd'hui, tu as un studio de tatouage qui s'appelle le Studio Dystopia à Grenoble, où il y a plusieurs artistes qui y travaillent, une nail artiste aussi. Est-ce que tu penses que cet échec que tu as pu vivre avec le studio de coaching t'a donné aussi des clés et des connaissances pour avoir ton studio de tatouage aujourd'hui? De ouf. Même si c'est pas le même domaine, en fait, de base dans ce métier de coaching, j'y ai trouvé pas mal de choses qui moi me nourrissaient, tu vois, dans mon côté pro. Il y avait le relationnel client que j'aimais bien, le fait d'être un peu commercial dans l'idée, tu vois.
pas de vendre des produits ou quoi, ou un service, mais dans l'idée de se vendre ou de vendre une idéologie, des valeurs, etc. Tu vois. Donc ça me plaisait beaucoup aussi. Les réseaux sociaux, parce on bossait pas mal avec les réseaux sociaux, donc ça, moi, ça me plaisait aussi. Et dernier point, le fait de tous se tirer vers le haut. Donc ouais, carrément, ça m'a grave aidé pour la suite de ma vie d'auto-entrepreneur. Entre les deux, je suis retourné en salariat, quand même, parce que moi, il me fallait des ronds. Et en fait, c'est pendant mon salariat que j'ai trouvé le tatouage. D'accord. Je sais pas si tu veux la version longue, mais t'as déjà entendu mon histoire de non. comment j'ai commencé le tatouage? Attends, je rapproche le micro. On t'écoute. Tu veux que je raconte ça maintenant? Bah, si t'as envie, ouais, carrément. J'essaie Petit de pas aparté. la faire trop longue non plus, mais ça a quand même ça a quand même un rapport avec le sujet. Donc, je rentre à Grenoble, j'ai besoin d'argent. Moi, mon vieux bossait dans une boîte de mécanique et c'était les études que j'avais faites, en gros. Ok. Parce que j'avais suivi les conseils du daron et fais ça, c'est un bon métier, tu prends de l'argent, c'est safe, quoi, tu vois. Donc, finalement, un chemin très classique, tu vois. Donc j'ai repris un taf en tant qu'usineur, on appelle ça. Donc je bossais en mécanique. Et pendant mon salariat, en fait, je cherchais quand même à trouver ce que je voulais faire de ma vie. Parce que mon premier business s'était effondré, tu vois. Je savais qu'il y avait des choses qui me plaisaient là-dedans, pas tout. Mais voilà, je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et un jour, à un repas de famille, ma belle-sœur me dit, mais pourquoi tu fais pas du tatou? Je dis, je sais pas, moi je suis client, tu vois, j'aime bien les tatous, mais... Ouais, t'étais déjà tatoué et tu connaissais un peu le milieu en tant que client. Exactement. Okay. Mais de là à proposer mes designs, tu vois, non, quoi. Et tu dessinais déjà? Ouais, depuis tout petit, en fait, j'ai toujours eu un gros attrait pour l'art, tu vois, j'ai été prof de danse, j'ai fait beaucoup de danse donc aussi. J'ai toujours dessiné, quand j'étais petit, je voulais écrire un bouquin, enfin voilà, un gros attrait pour l'artistique, mais... Au sein de ma famille, vivre de l'artistique, c'était pas un bon choix dans l'idée. Tu vois, ça fait soit pas assez d'argent, soit t'es toujours sur la route, peu importe quoi. Soit ça fait peur parce que tu vas pas réussir et tu gagneras pas assez d'argent. Ouais, carrément. Et puis non, mais il y a les restas qui font bien mieux que toi, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, non, c'était reste tranquille, fais un métier classico, prends de l'argent. Prends les sécurités, quoi. Voilà, exactement. Et donc ma belle-sœur me parle de ça et 2 semaines après il y a un salon de tatou qui ouvre, tu vois, à 2 portes de chez moi. Et donc je disais à ma copine de l'époque, putain, tu penses j'y vais et tout, je vais leur demander machin. On m'a milité dans la tête et elle me disait oui, vas-y, au pire ils te disent non, tu vois. Premier rapport à l'échec du coup. Et donc j'y suis allé en fin de semaine, voilà, poser la question. J'ai dit est-ce que vous pouvez me montrer le métier? Parce que j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans et de me dire putain, j'aurais vraiment dû sonner à leur porte, quoi. Et le gars m'a dit ouais, carrément, tu commences mardi. Et trop bien. Truc de fou. Ça a été finalement assez rapide. Je pense privilégié ou très chanceux dans ma vie de tatoueur parce que maintenant on reçoit des apprentis ou quoi et ils galèrent de fou, quoi, pour trouver un salon. Donc ça n'a pas été mon cas, donc assez incroyable. Et ça fait écho aussi à la suite de mon parcours. Comment dire ? Si tu veux, le fait d'être allé dans ce salon de tatouage pour demander et que ça se fasse aussi smooth, c'était un peu la première porte que j'ai ouverte dans un chemin de... J'ai pas envie de dire un chemin de réussite, mais en tout cas d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on pouvait m'envoyer comme signe. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu le verras, en tout cas, tout s'est passé magnifiquement bien. Trop bien même, tu vois. Donc j'ai commencé là-bas, en double emploi, parce que donc j'avais mon 39 heures aussi en mécanique, et ma formation se passait super bien, je commençais à faire pas mal de tatous, etc. Et il y a eu un moment où j'ai dû faire un choix, en fait, parce que je pouvais plus faire les deux, tu vois, on commençait à tirer un peu trop sur la corde, quoi. Donc j'ai demandé à mon patron de l'époque si je pouvais avoir un horaire aménagé pour continuer en fait de travailler avec eux, mais avoir un peu plus de temps pour plus tatouer. Ouais, genre faire pas un mi-temps, mais... ouais, quelque chose comme ça, tu vois, ou alors commencer très tôt et finir plus tôt. Ah oui, ok. Plus tôt, quand même garder ton 39 heures. T'étais ouvert. En tout cas, j'étais ouvert, ouais. Sauf que c'était pas le cas de l'autre côté. Donc voilà, j'ai essayé de me proposer des solutions, etc. Finalement, j'ai pas été trop entendu, ni écouté d'ailleurs. Ce qui m'a coûté un peu parce que finalement, je m'amusais plus au tatou. Parce que du coup, ça devenait vraiment un effort, tu vois. C'était plus dans le kiff. Et donc, ça m'a fait tomber en burn-out, tout ça. Et j'ai tout arrêté pendant 3 mois.
en me disant qu'est-ce que je veux réellement faire. Est-ce que, du coup, j'avais ma copine actuelle, etc., tu vois. Et donc, je me disais, est-ce que je garde la sécurité et je fais un métier qui me plaît pas, mais au moins, on a de l'argent, on peut, pourquoi pas, acheter ou louer une plus grosse maison, peu importe. Ou est-ce que je me donne les moyens, je reste dans le tatouage et vraiment, j'en fais ma carrière, tu vois. Et pareil, nouveau choix qui est sur la pente montante. Finalement, je me suis dit, non, je fais ça, quoi. Tu vois, j'ai pas essayé de me foutre en l'air pour finalement retourner dans mon métier qui me plaisait pas et qui m'apportait pas de bien-être. Donc, j'ai arrêté mon boulot en mécanique. J'ai arrêté aussi le shop dans lequel j'étais. Arrêté de bosser là-bas pour démarrer un nouveau cycle et vraiment me dire, là, vraiment, il y a un avant et un après. Tu vois, il y a mon daron qui m'a aidé à me mettre dans ce métier-là, etc. C'est cool, il t'a quand même épaulé alors qu'à la base, il était un peu en mode... En mécanique de base. Ah d'accord, ok, je pensais Ouais. que tu parlais qu'il t'avait épaulé pour le tatou. Non. Ok, pardon, j'avais pas compris. Il m'a justement aidé parce que lui était du métier, tu vois, Ouais. en mécanique. Mais là, qu'il y avait enfin un métier qui me plaisait, parce que quand j'ai découvert le tatou, que le gars m'a montré, etc., mon ancien mentor, tu vois, je me suis dit, mais putain, mais c'est trop ça, en fait. Le fait de transposer l'idée du client ou de la cliente en dessin et de voir comme la personne est contente ou content dans le miroir, etc., tu vois, à la fin du tatou, c'est trop bien. C'est trop bien. Et il y a toujours une bonne raison, en plus, pour se faire tatouer, tu vois, que ce soit juste esthétique, ou alors parce que tu viens d'avoir tes 18 ans, ou alors fêter quelque chose, etc., etc. On en revient à ce truc de vouloir démarrer un nouveau cycle. J'habitais sur Grenoble de base, enfin à ce moment-là. Donc j'ai cherché un shop sur Grenoble, j'ai envoyé mon book à plusieurs shops, etc. Et finalement, je marche un peu dans Greux, je vois un shop, je prends le contact, 2 semaines après, je démarre aussi là-bas. Tu vois, genre, enfin, tout s'est fait encore une fois. Genre t'as eu Trop aucun smooth. refus. Là, t'as fait 2 shops pour demander à y aller et les deux t'ont Et dit les oui. deux m'ont dit oui. Je crois que ça s'appelle le destin. Non Ouais, tu vois, il y a un. Moi, j'appelle ça l'univers, mais ouais, en soi, encore Il y a une un fois, truc, quoi. une fois que j'ai suivi le bon chemin, finalement, la vie, elle a été beaucoup plus simple Plus facile. avec moi, tu vois. Alors qu'avant, je me disais, ah, la vie et moi, on n'est pas copains, machin. Et à ce moment-là, du coup, mon daron était assez OK avec ce fait-là, justement, le fait d'arrêter la mécanique, etc. Parce qu'il voyait que ça me plaisait. Il m'a juste dit, si tu kiffes, fais quoi. Faut juste que tu fasses de l'argent, tu puisses remplir ton assiette, tu vois, en gros. Donc j'ai commencé dans cet autre studio à Grenoble. Je suis resté 8 mois pour peaufiner un peu, tu vois, ce que... Ouais, tes techniques d'apprentissage. que Exactement. Et le deal, c'était quand on trouve quelqu'un qui fait du maquillage permanent, part de la boutique. En Ok, gros, tu laisses la place. ouvres les portes, mais c'est... t'avais à un temps donné, quoi. Voilà. Et au moment où je devais partir, un de mes collègues tatoueurs, du coup, m'appelle pour me dire, voilà, il y a tel shop à Saint-Martin-d'Air qui ferme. Si tu veux, toi qui veux monter un truc et tout, tu peux prendre ce studio-là. Donc pareil, encore une fois, tu vois, au niveau timing, c'est assez ouf, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a ouvert à Saint-Martin-d'Air. Et Ok. là, j'ai pu pleinement, en fait, mettre en place l'idée de comment je concevais, en fait, ma vie professionnelle. Tu vois, je savais que je voulais travailler en équipe avec des gens qui partagent le même système de valeurs, offrir une expérience plus aux clients et clientes. Et donc voilà, c'est le fait de pouvoir le faire ou de pouvoir faire comme je l'entends dans ma propre structure, c'est incroyable, quoi. Et après, donc on a eu de X et Y personnes qui sont rentrées dans la boutique et ça a permis d'étoffer tout ça, tu vois, de peaufiner un peu j'ai pas envie de dire business plan parce que c'est pas à propos de ça, mais de peaufiner l'expérience qu'on propose en soi. Donc voilà. Trop pour, bien. la grande histoire de Dystopia Studio. Oui, mais c'est trop bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tu travailles en collaboration avec Zoé, qui a déjà fait 2 épisodes sur le podcast que vous pouvez retrouver. On avait fait un épisode sur la zone de confort et sur les relations amicales, entre parenthèses, meilleurs amis. Elle a pas parlé de moi. Hein. Le mec, tu sais, il en place une comme ça. Dans le viseur. Il l'a mauvaise. Mais grave. Je te ferais dire qu'elle a donné aucun nom. Hein. Donc Ah oui peut-être qu'elle a parlé de toi, mais sans te nommer. Hein. Ah, c'est vrai. Faudra que je réécoute, en fait. Zoé, je viens de te sauver la vie. Grave. Ok, en tout cas, trop belle expérience. Et trop bien qu'il n'y ait pas eu de gros échecs aussi, apparemment. À partir du moment où tu t'es dit, je me lance dans le tatou, de ce que tu nous as raconté, j'ai pas l'impression qu'il y a eu... À mon avis, il y en a eu, forcément. En fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pas ça que tu retiens, j'ai l'impression.
Pas du tout, parce que, encore une fois, après mon burn-out, j'ai plus voulu vivre. En fait, c'est une grosse expérience de ma vie qui a fait que j'ai plus voulu vivre les choses de la même manière. Tu vois, s'il y avait quelque chose qui était, qui s'apparentait à un échec ou à une difficulté, j'essayais de le transposer en comment je peux arranger les choses tout de suite, tu vois. Ou ne pas stagner, en fait. Après, il y a eu la naissance de ma fille aussi dans dans ces moments-là. Et là, comment dire, quand il y a un truc comme ça qui arrive dans ta vie, c'est tu fais plus du tout les choses dans le même sens. Tu vois, je fais plus pour moi, finalement. Je fais pour nous. Et donc, en tout cas, personnellement, je vais parler en mon nom, je veux pas passer du temps sur des choses qui peuvent être améliorées ou voir autrement. Tu vois, s'il y a moyen de faire mieux ou... c'est pas mieux, en plus, le terme. Non, mais Tu vois l'idée, si... j'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est que t'as pas envie de t'attarder sur un truc négatif parce qu'il est négatif. Exactement. T'as envie de te dire, ok, ça c'est négatif, qu'est-ce que je peux en faire en fait ? Exactement. Qu'est-ce que je peux en retenir ? Comment est-ce que je peux le transformer en mieux ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce truc moche pour le rendre un peu moins moche, voire même plus beau, quoi. Exactement. C'est ça ? Ok. On en parlait un peu tout à l'heure là, par rapport à ce qu'on a fait à notre event, là, le jeu des fléchettes. Ça n'a pas fonctionné. Pas grave. Maintenant, les gens savent qu'on peut proposer ce genre de truc. Peut-être qu'on remettra en place un autre jour comme ça, peut-être pas, mais au moins on l'a fait. Tu vois, et genre, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Oui, je recontextualise, mais donc du coup, le studio de tatouage a fait une flash day il y a 2-3 semaines, non, il y a un mois, bon bref, il y a quelques temps, et donc c'est ce que je disais à Flo, que je trouvais trop bien, parce que c'est une flash day où ils ont organisé plein de petits événements dans l'événement, et il y avait donc un jeu de fléchettes, je pense pour avoir soit une réduction, soit un tatou, ou c'était ça. Ouais. Et bien, le jeu de fléchettes n'a pas bien marché. Mais voilà, comme on disait, c'était cool d'avoir essayé. Moi, j'ai proposé de faire une pêche au canard la prochaine fois, mais bon. On pourrait, hein. En vrai de vrai, on pourrait. Hein. Il faut acheter tout ça, mais... Il y a un potentiel. Grave, il y a un potentiel. Le potentiel fête foraine. Quand tu vis un échec, ouais. Même aujourd'hui, pas forcément dans le passé, mais aujourd'hui, à chaud, j'ai compris que maintenant, tu arrives à prendre de la distance avec, voilà, pour le rendre meilleur, finalement, cet échec. Mais sur le moment, tu as quand même ce truc de positivité, ou est-ce que tu ressens un truc nul ? Pour te donner un exemple, moi, il y a des échecs que j'ai pu vivre, et sur le moment, soit ça m'a rendu triste, soit j'étais en colère. Vraiment, sur le moment, j'étais en mode, putain, vas-y, fais chier, ça me saoule. Alors, soit je m'auto-flagelle, soit je me dis, non, mais oui, mais en même temps, ou je rejette la faute sur quelqu'un ou quelque chose, tu vois, bon, voilà. Et puis, le lendemain, parce que la nuit porte conseil, le lendemain, voilà, tu prends de la distance et tu dis, bon, ok, qu'est-ce que je peux en faire, tu vois ? Ouais, qu'est-ce que ça m'a appris ? Mais sur le moment, à chaud, est-ce que tu arrives quand même à tout de suite prendre cette distance ou est-ce que tu as encore quelqu'un d'humain, Flo ? Ouais. Non, ouais, c'est vrai, putain. Non, je plaisante. Non, ouais, mais en fait, ce que j'allais répondre va dans ce sens-là où on pourrait croire que je suis genre... c'est un robot. Grave à l'écoute de mes émotions et compagnie, alors que je m'énerve aussi ou je suis triste, etc. Mais quand je ressens toutes ces émotions qui peuvent s'apparenter à des émotions négatives, je les accepte pour ne pas être esclave de ces émotions. Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'idée, j'ai fait la paix avec la mélancolie parce que je sais qu'elle me nourrit dans mon univers graphique, par exemple. Donc, je pars du postulat que j'ai besoin de ces émotions-là, qu'elles font partie de moi et que je les accepte. Et quand, du coup, je ressens ces émotions-là, me dire ça rend les choses plus faciles. Tu vois ? Quand je suis en colère parce que ma fille veut pas s'habiller le matin, par exemple, je prends du recul et je me dis, pourquoi t'es en colère ? Qu'est-ce qui fait que tu vas être en retard ? Est-ce que c'est grave ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu rationalises le truc. Ouais, t'as le droit d'être en fait, j'ai le droit d'être en colère, mais il faut pas qu'elle le ressente, par exemple. Donc, quand je suis dans le track à 23h30 dans mon lit avec les yeux grands ouverts comme ça parce que j'ai pas fini un dessin et que je vais pas y arriver parce que justement, putain, mais j'ai trop de dessins à faire et là j'ai 2 semaines de retard, peu importe, tu vois. Parce que ça m'arrive souvent en fait, ce truc-là d'être à 23 ou on sent le vécu de ouf, tu sais, et les yeux ils restent comme ça. Ou alors j'ai rendez-vous à 10h demain et c'est ça prêt. Je me réveille à 4h du mat. Mais attends, je pourrais faire un post Instagram, genre je pourrais faire... Non, dors,
tu vois. Ça, je pense que c'est un truc de créateurs, enfin de gens qui font des trucs Peut-être, ouais. en mode ça tourne tout le temps, tu vois, et tu te réveilles et tu dis ah mais attends, je vais faire ça, et là tu prends ton téléphone pour commencer à noter ton idée parce que le lendemain tu t'en souviens C'est pas. ça, exactement. Mais donc quand j'ai ce truc de stress là et que je suis donc c'est pas de la tristesse ou de la colère, mais c'est Un peu de l'angoisse. de l'angoisse, Ouais. voilà. Pareil en fait, tu vois, j'essaye de rationaliser. Est-ce que réellement angoisser maintenant à cette heure-là, ça va me faire, ça va changer quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, non, c'est ça. Comment par contre je peux faire en sorte que demain je finisse ce dessin ou je finisse ce post Insta pour que ce soit prêt à temps? Tu vois ce que je veux dire? Et donc de rationaliser, de prendre du recul dans ces horaires-là, ça me permet de mieux gérer les sentiments que j'ai à ce moment-là, quand j'ai peur de cet échec qui va arriver ou pas. Donc, pour finir, et pour synthétiser, oui, je ressens des émotions quand j'ai du stress ou de l'angoisse par rapport à des échecs ou quoi. Et ça va vraiment être ça, le fait de rationaliser tes émotions, tes sentiments et tout, qui t'aide à rebondir. Ouais, beaucoup, ouais, beaucoup. Parce que finalement, sans dire de trouver la solution tout de suite, ça me permet juste de rationaliser et de prendre du recul, quoi. Tu vois. Rester bloqué, encore une fois, dans des émotions négatives ou qui peuvent s'apparenter à de la négativité, c'est pas ce qui m'intéresse à l'heure d'aujourd'hui. Je sais pas si toi, t'arrives à faire ça, toi, ou pas, de déconnecter un peu. Alors, ça va dépendre des périodes. Ouais. Après, je pense que... Alors, peut-être que c'est une excuse, ce que je veux dire, j'en sais rien, mais je pense aussi que le fait d'être une femme et d'avoir des soucis hormonaux, ça aide pas, tu vois, à certains moments à prendre le recul qu'il faut. Parce que le pouvoir des hormones est assez fort et intense. Et clairement, je sais qu'il y a des moments où, tu vois, je vais vivre un échec ou un truc nul, enfin voilà, impossible de prendre du recul. Ok. Enfin, tu sais, en tout cas, moi, ça me tient à cœur de fou, et même, je vais en faire une montagne, vraiment. Et je vais avoir mes amis ou mon mec, tu vois, qui vont me dire, mais Pauline... rationalise. Tranquille, quoi, tu vois, redescends, quoi. Et là, je me rends compte que, je suis montée très vite, mais que c'est pas du tout rationnel. Au contraire, tu vois, il y a un truc qui m'a nourri. Et puis là, tu réfléchis, tu te dis, ah ouais, peut-être que la période était pas la bonne, tu vois. Donc, parfois, soit je m'en sers comme excuse, soit c'est une réalité. C'est très dur de savoir, tu vois, le vrai du faux. Mais je pense que déjà, en tant que femme, parfois c'est dur de rationaliser. En tout cas, sur ses émotions et tout, parce que voilà, parfois c'est un petit peu compliqué à gérer. Et d'autres fois, par contre, j'arrive grave à prendre la distance. Et tu vois, tu vis ton échec. Là, tu vois, typiquement, en ce moment, au boulot, donc à mon travail salarié, je suis débordée. Okay. Mais vraiment, je suis débordée de ouf. Je suis en mode, quand je fais ce que je peux, quoi, tu vois. Et bon, j'ai la chance d'avoir ma direction qui me dit rien. Ils savent que je fais ce que je peux. Donc, toi aussi, j'ai la chance, par-dessus, de pas avoir les reproches, de dire, pourquoi ça s'est pas fait Donc bon, ça aide énormément. Mais même moi, par rapport à avant, tu vois, là, je suis en mode, là, je suis partie, j'ai 25 mails non lus. Ça, psychologiquement, c'est dur. Moi, il faut que ça soit à zéro, tu vois. Tu m'étonnes. Et tant pis, je pars en week-end, j'ai 25 mails non lus, il y a plein de trucs qui sont pas traités, et tant pis, il y a eu plein d'imprévus, plein d'urgences urgentes à régler, tu vois. Et bon, c'est un échec pour moi, tu vois, de pas réussir à avoir fini mon travail à la fin de ma journée ou à la fin de ma semaine. Mais maintenant, j'ai réussi à prendre de la distance. Et pareil, tu vois, comme toi, l'année dernière, j'ai fait un burn-out, une dépression à cause du travail et tout. Donc, j'ai quitté ce travail. Et oui, ça m'a grave appris à me dire, et donc en fait, c'est ça. Personne va venir te couper le bras parce que... c'est ça ce que je veux dire. Au pire, on va me faire une remarque. Je vais mal le prendre, clairement. Et puis, on verra ce qui se passe. Enfin... en fait, j'en sais rien de ce qui va se passer. Je sais même pas si on me fera une remarque. Et puis... C'est ça. Bon, on verra, quoi. Donc, j'ai réussi... Tu vois, il y a certaines choses où j'ai vachement réussi à prendre de la distance suite à des échecs parce que... Bon, ça aussi, mais c'est personnel, tu vois. Le burn-out que j'ai fait, pour moi, ça a été un échec. Ça a été très dur d'accepter de me mettre en arrêt maladie. D'arrêter, d'aller voir le médecin, tu vois, pour dire là, ça va pas. D'avoir une figure aussi, tu vois, d'autorité médicale qui te dit là, vous allez pas bien. Waouh. Non, en vrai, ça va. Hein. Non, mais je veux ça. Puis tu sais, moi, je rigole tout le temps. Peu importe la situation, je vais rigoler. Je vais être souriante, je vais rigoler, je vais faire la petite blague qui va bien pour détendre le truc.
Et elle me disait, non, mais je vois bien que vous essayez de... Elle me dit, mais votre tension artérielle. Il me dit non. Tu vois, et j'étais là, genre, bon, d'accord et tout. Et en fait, à partir du moment où ce médecin m'a dit non, ça va pas, je suis sortie du rendez-vous et vraiment, je suis restée au moins 20 minutes dans ma voiture comme ça. Ouais. Genre, bon, bah là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, là, c'était à moi de choisir. Est-ce que je déclare cet arrêt maladie ou pas ? Ok. Et vraiment, pendant 20 minutes, j'étais en mode, ouais, mais en même temps, Pauline, t'en peux plus. Oui, mais enfin, ça va, tu vas y arriver, tu vois. Tu vois, ce dilemme, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment un échec que d'arrêter. Parce que j'avais aussi cette sensation débile, hein, mais de laisser gagner mon patron. Ok. Donc, il y avait aussi un peu d'ego, je pense, tu vois, Bon, un mélange de plein de trucs merdiques, tu vois, mais ça a en même temps été une grosse claque parce que mon entourage m'a dit non. En fait, tu vas prendre la décision pour toi, tu t'arrêtes. C'est suffisant, tu vois, les conneries, ça va pas. Tu vois, j'en ai marre d'être récupérée en pleurs sous la douche. C'est bon. Des situations géniales. Et mine de rien, ouais, la première semaine, j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Ouais, vraiment, j'étais. Ça a été un échec. Ok. Un échec psychologique aussi, tu vois, de me dire, bah moi je me pensais forte, non mais c'est aux autres que ça arrive. Il y a ça et on est plein de construit choses comme ça, quoi. C'est ça, et puis moi, quoi. Mes parents, tu vois, ont toujours été très carriéristes, très dans le travail. Le travail, c'est leur vie, tu vois. Donc j'ai aussi été élevée dans ce milieu-là où ils se mettaient jamais en arrêt maladie, enfin, bon, plein de trucs, quoi. Et bon, bah toi, tu le vis, et puis bon, bah là, tu commences à appeler ta mère pour lui dire, bon, bah je suis en arrêt. Ah bon ? Ta sœur ? Oui, mais en même temps, tu vas pas être arrêté indéfiniment. Bon, sniff. Voilà, sniff. Donc, tu vois, parce qu'on a grandi comme ça, tu vois, on est élevé comme ça. Mais aussi de l'annoncer à l'entourage, ouais, c'est aussi un échec de dire, bah, j'ai échoué. Enfin, moi, en tout cas, sur le moment, tu vois, je l'ai vraiment vécu comme ça. Aujourd'hui, je le vois plus de cette manière. Ouais, carrément. Aujourd'hui, je me dis, non, en fait, Pauline, tu t'es sauvé la vie, quoi, tu vois, parce que je pense vraiment j'aurais mal fini. Ouais. Mais sur le moment, gros échec. Et là, j'ai pas réussi à prendre du recul tout de suite. J'ai pris du recul au bout d'un mois, un mois et demi d'arrêt maladie, quoi. Ou en fait, au bout d'un mois et demi aussi, j'ai commencé à me sentir mieux, je pense. Ouais, il y a ça. Et donc, aussi, prise de distance, les émotions étaient différentes et tout ça. C'est une sacrée histoire aussi, la burn-out. Tu pourrais faire un épisode. Ouais. Bah, il y a pas un épisode sur la dépression au travail en lui-même, mais il y aura un épisode sur la dépression tout court. Ok. La joie, quoi. D'ailleurs, ça intéresse les gens, ça. Mais oui, parce que je pense que c'est important d'en parler aussi, parce que souvent, on se rend pas compte quand on y est. Ouais, c'est clair. Et donc, voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de points. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aurais aimé rajouter ? Sans dire de faire le donneur de leçons, juste que... ouais, bah, le mot de la fin, c'est ça, hein, c'est rester mesuré sur... est-ce que c'est vraiment important ou pas ce que je suis en train de vivre maintenant, en termes d'échec, hein. Encore une fois, quand tu fais tomber un verre d'eau et que tu renverses de l'eau par terre, est-ce que vraiment c'est un échec ? Pour certains, oui. Moi, c'était le cas quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. Maintenant, ça l'est plus, on est bien d'accord. Échouer dans sa vie pro et se retrouver endetté, est-ce que, justement, tu le mets au même niveau ou pas ? Vraiment, je parle dans mon cas, hein, avec les exemples qu'on a donnés aujourd'hui, mais voilà, c'est ça le mot. La mesure. Super. Puis je pense que moi, là, l'épisode qu'on vient de faire, tu vois, ça me fait me rendre compte que être humain, c'est ne pas être parfait. Et qu'il y a des échecs qui nous sont propres et d'autres qu'on subit parce que c'est la vie et qu'on ne peut pas tout gérer. Et je pense que ça rappelle aussi que de vivre des échecs, c'est être humain et qu'on les gère comme on peut. Super. Et merci beaucoup, Flo. Et merci à toi. C'était grave cool. Grave un chouette moment. Trop bien. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Donc, je remettrai le compte de Flo en description, mais c'est id.lunaire, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Exactement. Donc le studio Dystopia à Grenoble. Et sur le podcast de À nous deux podcast, évidemment, n'hésitez pas à venir partager aussi vos retours et vos avis sur ce que c'est l'échec. Je vous dis à très bientôt. Salut. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast À nous deux, c'est un mardi sur 2.